Ça commence. 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue à notre webinaire de ce jour consacré au RH. Le thème sera aujourd'hui un thème très important pour nous qui est comment redonner du sens à votre métier de RH. Retrouver une posture, une position proactive. Et sans trop tarder, nous allons donc passer en revue le fonctionnement de la journée. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vous donner les clés pour trouver ou retrouver le sens de votre métier de RH. Ce webinaire durera 45 minutes avec 30 minutes de présentation par Philippe Maillard. Et ensuite, nous aurons 15 minutes d'échange ensemble sur vos questions que vous pourriez avoir ensemble. Ensuite, nous vous présenterons nos 3 promesses, c'est-à-dire prise de conscience et remise en question. Pourquoi perte de sens? Comment retrouver ce sens et avoir quelques outils pour appliquer à votre quotidien, dans votre métier de tous les jours, afin que vous puissiez être serein et retrouver ce sens qui est important pour vous. Surtout, n'oubliez pas, pour vous remercier, nous vous offrons un cadeau d'inscription, donc n'hésitez pas de nous envoyer votre adresse mail à contact@orgum.com afin que vous puissiez également récupérer la présentation et recevoir votre cadeau de remerciement. Quelques principes d'échange efficaces. Vous pouvez poser vos questions en haut à droite de votre écran dans l'onglet chat, toutes les questions que vous pourriez avoir sur la présentation. Vous pourriez ainsi aussi remplir le questionnaire de satisfaction pour recevoir le support de présentation à la fin. Le replay sera disponible sur le même lien de connexion. Et en haut à droite, juste sous le chat, vous aurez à un moment donné un sondage à remplir sur le contenu du webinaire. Sans trop tarder, je passe la parole à Philippe Maillard qui va donc entrer dans le vif du sujet. Écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore merci Natacha pour cette présentation et un grand merci à tous d'être présents à ce webinaire. Je sais qu'il est 12h30 et donc c'est souvent l'heure de déjeuner. Donc c'est dire si le sujet doit avoir de l'importance pour vous. En tout cas, il en a pour nous. Et on a essayé au cours de ces 30 minutes, 3/4 d'heure que nous allons passer ensemble, vous donner le maximum de valeurs, des valeurs qui sont assises à la fois sur une expérience, 30 ans de RH et également une expertise, puisqu'on va vous partager des outils dont on espère qu'ils vous permettront d'avoir des prises de conscience et d'actionner ces outils à la fin de ce webinaire. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc moi j'ai une 30aine d'années d'expérience en RH que j'ai effectué à la fois dans les grands groupes et les TPE, PME. Vous allez voir, c'est un peu ma particularité. Donc, les grands groupes qu'on connaît tous, hein, type Usinor, AOS, Smithfield, Danone, enfin bref, on ne va pas tous les citer, ce n'est pas l'objet du séminaire, c'est juste pour vous dire que j'ai cette expérience et peut-être une expérience qu'on partage avec vous, que je partage avec vous. Ce qui me caractérise, c'est surtout une sensibilité forte sur les sujets de l'humain et du sens. L'humain, à travers un certain nombre d'expertises que j'ai acquises via des certifications, que je ne vais pas développer aujourd'hui parce que là aussi, ce n'est pas le but. Et surtout, une expertise de direction et de management d'un cabinet RH dont j'ai la charge depuis maintenant une 12aine d'années. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la perte de sens. Voilà, la perte de sens. L'idée de ce webinaire, c'est bien sûr, c'est pas forcément d'avoir une réponse à tout. On a ciblé vraiment notre approche sur j'aime ce métier de RH, j'aime les valeurs qui ont fait que je suis allé dans ce métier, notamment les valeurs de l'humain, la valeur de contribution à une entreprise. Et aujourd'hui, j'ai un certain nombre de questionnements sur justement cette question de sens et ses valeurs. Alors, on en parle de façon assez libre, puisque effectivement, le sens, comme on le verra, c'est quelque chose de très, très personnel. La définition qu'on donne, c'est la signification qu'a une chose pour une personne et qui constitue sa justification. Donc, on voit bien que le sens, ce qui est valable pour une personne, ne va pas l'être pour une autre. On est dans quelque chose qui est lié vraiment à ce qui est le plus profond chez nous.
Et c'est ce qui nous intéressait aujourd'hui d'aborder. Alors, sur ce qui me concerne, donc on va parler de mon expérience. Je pense que ça va être assez révélateur du cheminement que j'ai pu faire. Donc, comme je vous le disais, pendant une quinzaine d'années, j'étais DRH de grands groupes. Et vraiment, à cette époque-là, je voyais ma contribution dans les ressources humaines uniquement dans ce type d'entreprise assez grande, avec beaucoup de salariés, où on a plusieurs sites, plusieurs activités. Et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Le premier déclic a été la réalisation d'un plan social où j'ai fermé un site de 750 personnes dans le groupe Aoste. Et là, il y a eu des premières indications que peut-être le choix du métier que j'avais eu était plus en phase avec ce qu'on me demandait de faire. Et notamment pas sur l'expertise, parce que j'ai bien conscience, et je pense que vous partagez cette conscience, que dans le métier des ressources humaines, il y a des choses qui sont assez difficiles parce qu'elles touchent l'humain, et notamment la partie licenciement et plan de sauvegarde. Mais c'était plus sur la forme, la façon d'adresser ces missions qui me posait une difficulté. J'ai quand même insisté en réalisant une expérience supplémentaire de 4 ans où je suis devenu l'un des DRH d'une grosse division d'un groupe familial indépendant dans la distribution. Et en fait, assez rapidement, cette question de sens est revenue sur le tapis, j'allais dire de façon plus forte, avec au moins 3 choses qui m'ont posé problème à l'époque. La notion de contribution. En fait, j'ai toujours fait ce métier pour avoir le maximum de contribution. Et quand je dis le maximum, bien évidemment, par rapport à notre fonction de RH et ce qu'on peut apporter en termes de valeur sur l'entreprise. Et force est de constater que dans des fonctionnements de grands groupes, en tout cas c'est mon expérience, je me suis rendu compte qu'en fait la contribution que je voulais était un peu en écart avec ce que j'observais en termes d'objectifs et de résultats. Donc là, la question de la contribution a commencé à se poser fortement parce qu'il y a des process, parce qu'il y a des enjeux politiques groupes, parce qu'il y a des enjeux économiques et qu'à un moment donné, la contribution du RH est un peu mise de côté. La deuxième sens au niveau de la contribution, c'est un sentiment de renouveler et de recommencer les mêmes expériences. Dans la distribution, par exemple, on recrute beaucoup et j'avais le sentiment de recruter toujours sur la même poste parce que même si je faisais en sorte que les processus soient bien réalisés et que le recrutement soit de qualité, après, il faut activer la partie management. Et au quotidien, en fait, on avait beaucoup de démissions parce qu'on est sur une activité où, on le sait, il y a beaucoup de tensions. C'est une activité difficile et donc le sentiment de recommencer. Deuxième chose qui me posait problème à l'époque, c'est vraiment une question de valeur. Et la valeur, c'était de deux ordres. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est vraiment OK pour moi, et vous l'avez compris, je l'ai fait, de faire des choses difficiles en RH. Par contre, là où ça me posait problème en termes de valeur, c'est que l'humain, il peut aussi avoir sa place en expliquant plus les choses, en prenant le temps. Et dans ces grands groupes, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait aller vite, qu'on passait d'un sujet à l'autre. Et finalement, on devenait des techniciens du licenciement sans prendre le temps de vraiment parler avec la personne, essayer de lui faire comprendre, justement donner du sens. Et ça me posait problème. Deuxième chose qui me posait problème, c'est qu'il y avait une certaine facilité à trancher. Et donc, dès lors qu'on constatait un écart, la solution de facilité, surtout si on avait un RH et que j'étais, qui était un bon technicien, on passait tout de suite au licenciement. Comme ça, on avait le sentiment de régler le problème. Donc, la question de la valeur sur la deuxième chance, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et qui m'a heurté. Et enfin, la dernière chose, c'est peut-être aussi avec l'âge et l'expérience, c'était la notion de liberté. Le sentiment parfois de faire les choses non pas comme je voulais les faire à la manière dont je voulais les faire, mais conditionné par l'entreprise, ses principes, ses processus et ses procédures. Voilà. Et tout ça, ça a conduit à quoi? Ça a conduit, un jour, je suis allé voir mon dirigeant. Alors, je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire. Je vous déconseille de faire ce que j'ai fait. Et je lui ai dit que je voulais arrêter parce que j'avais un projet qui était de créer mon entreprise. Et à cette question, à cette demande, il m'a répondu, mais est-ce que tu as quelque chose en tête? Et à l'époque, pour être tout à fait sincère, je n'avais rien en tête, si ce n'est je ne voulais plus faire de la RH comme je l'avais connu dans les entreprises.
Donc, au fil du temps, je suis parti, j'ai monté mon cabinet et je l'ai fait assez vite, au bout de maintenant 12 ans d'expérience. Donc, c'est un cabinet qui regroupe 12 consultants. J'y ai retrouvé les valeurs qui étaient les miennes au moment où j'ai voulu être dans la fonction RH. C'est-à-dire que cette fois-ci, on adresse des TPE, PME, où on sent que le manager, le directeur ou le chef d'entreprise, le conseil qu'on lui donne ou la relation qu'on va avoir avec lui, elle est vraiment importante pour lui. Donc ça, c'était important pour moi. Et de constituer une équipe qui me ressemblait. Donc aujourd'hui, le cabinet est composé d'une douzaine de consultants où on œuvre donc à accompagner, et notamment sous forme d'externalisation RH, les entreprises qui nous font confiance. Alors, on va avancer. Voilà, et on va déjà faire un petit sondage. Donc, je vais laisser Natacha animer le sondage. Encore une fois, donc je vais vous inviter, s'il vous plaît, à aller vous mettre sous le chat. Vous verrez un onglet sondage et je vais vous ouvrir les votes sur la question suivante. Avez-vous déjà vécu une perte de sens dans votre carrière professionnelle? Je vous donne 1 minute afin qu'on puisse échanger ensemble pour mieux répondre à votre perte de sens éventuelle. Alors, vous êtes 83% à dire que oui, vous êtes en train de vivre une situation où vous ressentez une perte de sens dans votre carrière. 83%, Philippe. Je te laisse continuer. Merci beaucoup pour cette participation. Donc, on va avancer et c'est intéressant puisqu'en fait, ce que vous êtes en train de nous signaler, c'est effectivement tous les sondages au niveau des RH disent la même chose. 90% des RH se sentent au bord de l'épuisement, 48% des professionnels des ressources humaines envisageraient de changer de métier, 66% des RH ne se voient pas exercer leur métier dans 10 ans et 64% des personnes RH interrogées se trouvaient en état de détresse psychologique ou victimes de burn-out. Et dans le même temps, c'est ça qu'on a voulu mettre en perspective, les perceptions des salariés, 63% des travailleurs trouvent que les ressources humaines manquent d'humanité, et je vous rassure, je l'ai vécu aussi, alors que 74% des RH ont choisi cette profession justement pour sa dimension humaine et sociale. 82% des RH déclarent donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur entreprise, et j'en suis convaincu, et 86% des DRH considèrent le bien-être des salariés comme une priorité majeure. Donc, c'est intéressant de voir l'écart qui existe entre l'énergie qu'on met dans cette fonction, et je l'ai vécu comme vous, les valeurs qu'on y met et finalement la perception qu'il en ressort. Et souvent, justement, ces premiers écarts, c'est la contribution à une perte de sens. Alors, comment justement perd-on le sens? On l'a vu, les chiffres sont assez éloquents. On a choisi 3 choses qui, en tout cas pour nous, concourent à la perte de chance. Déjà, c'est quand on utilise un langage réactif. Alors, je fais une parenthèse. On va utiliser un outil de Franklin Covey, pour ceux qui connaissent, puisque nous sommes accrédités pour dispenser cette formation chez Orgom. Et le langage réactif, en opposition au langage créatif, au langage où on est en conscience de ce qui se passe. Et par rapport à ça, le langage des obstacles, c'est, en fait, on n'arrive pas à trouver de solution. On ne fait pas appel à nos ressources et on est dans quelque chose qui tourne en boucle, avec notamment, ils ne nous donnent pas de ressources, et combien de RH l'ont vécu. Ils ne savent pas ce qu'ils font là-haut.
notamment quand on est des RH opérationnels et qu'on ne comprend pas les stratégies ou à un moment donné, on se dit mais c'est à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Je n'ai pas de budget ou je n'ai peu de budget RH. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette fonction et je rêve à un moment donné qu'on est sur un budget d'entreprise, une ligne qui s'appelle l'investissement humain, comme on pourrait avoir sur l'investissement du matériel et que je n'ai jamais vu pour l'instant. Et nous ne laisserons jamais faire ça, on n'a pas d'alternative. Enfin, en tout cas, vous voyez bien le langage qu'on peut avoir. Deuxième obstacle, en tout cas qui concourt à la perte de sens, c'est d'avoir des comportements inadaptés. Donc, on en a noté certains, sachant que bien sûr, ça ne se veut pas exhaustif, c'est plus pour amener de la réflexion et de la prise de conscience. Premier comportement, et qui est, à mon avis, le plus destructeur, c'est se comparer ou se juger par rapport à une espèce d'idéal qu'on aurait en matière de fonction RH ou quand on a choisi ce métier. Et dès lors, on va commencer à avoir un fonctionnement binaire entre le bien et le mal étant de licencier des gens, le bien étant de recruter, par exemple, mais même plus loin sur la forme ou sur faire des choses qui peuvent être un peu éloignées de nos valeurs quand on doit, par exemple, en termes de RH, licencier des personnes et qu'on n'est pas forcément d'accord. Avec des phrases types comme, par exemple, « j'ai honte d'avoir fait une telle action ». Deuxième comportement qui peut être un indice de perte de sens, être rigide sur ses valeurs hautes. Ça fait un peu lien avec ce que je viens de dire. Et notamment quand on a des valeurs qu'on ne retrouve pas forcément, ou en tout cas qu'on s'attache à défendre très fortement par rapport aux valeurs des managers avec qui on travaille, des valeurs du dirigeant avec qui il travaille, ou plus loin, des valeurs de l'organisation. Une phrase type, c'est « je ne comprends pas comment j'ai pu tenir aussi longtemps dans cette organisation où il n'y a aucune, et on l'a mis parce que c'est important, de mes valeurs ». Voilà. Troisième comportement qui peut être très préjudiciable, c'est vouloir contrôler les choses ou les personnes. D'accord ? On a tous, en tant que RH, à un moment donné, entrevu ce qui pouvait être bon pour une personne et ce qui pouvait être mauvais pour elle. De vouloir rester figé là-dessus, de vouloir contrôler comment la personne doit faire les choses ou de contrôler les choses, les processus comme ils doivent se dérouler, c'est le meilleur moyen aussi de créer un écart, d'être insatisfait et au final de perdre de sens de sa fonction RH en disant mais finalement on ne fait pas comme je veux, à quoi ça sert que je reste dans cette entreprise ? Donc l'exemple c'est je savais pourtant ce qu'il devait ou ne devait pas faire et il ne l'a pas fait ou on ne m'a pas écouté. Comportement complémentaire qui peut être d'idéaliser son métier dans sa dimension humaine et sociale. Donc là encore, on est dans le domaine des valeurs idéales, mais en voyant que le côté humain et social, c'est-à-dire qu'on doit absolument trouver une solution, avoir une réponse à tout pour que la personne reste dans l'entreprise, pour qu'elle puisse retrouver un sens à son travail, etc. Et dès lors, les choses qui paraissent plus difficiles ou qui paraissent un peu rapides, expéditifs, peuvent provoquer chez le RH quelque part une insatisfaction et là encore une perte de sens. Autre comportement, être en attente de reconnaissance, et on l'a vu avec les statistiques de tout à l'heure, par rapport aux critiques des salariés. Et effectivement, je l'ai vécu aussi, et notamment au niveau de la paye. Je suis allé dans des grandes entreprises, comme vous l'avez compris. On est capable de réaliser parfois 1500, 2000 ou 3000 bulletins de paye sans qu'il y ait aucun souci. Je n'ai jamais vu un salarié, et d'ailleurs je le disais en rigolant à mes partenaires sociaux, venir voir la fonction RH, et encore une fois, je ne parlais pas forcément de moi, mais de l'équipe RH, pour dire, écoutez, merci beaucoup, vous avez fait de l'excellent travail, parce que chaque mois, je reçois mon bulletin de paye et ma paye en temps et en heure, et en plus, elle est juste. Par contre, on a tous connu le jour où il y a une erreur et que cette erreur est montée en épingle, que le salarié est très mécontent et que ça peut même aller devant les instances représentatives du personnel. Et là, voilà, un sentiment de frustration, d'aigreur qui arrive en disant mais avec tout ce que je fais pour tout le monde, avec le mal que je me donne, voilà, il suffit qu'il y ait une erreur, on ne me la pardonne pas. Et de façon plus large, avec la direction générale ou avec les managers, quand tout va bien, c'est normal, puisque tu es là pour ça. Et quand ça va moins bien, c'est pas normal.
et donc le sentiment d'avoir jamais aucun remerciement pour le travail accompli. Et enfin, être atteint par les critiques. Et souvent, les critiques qui blessent le plus sur l'humain, en tout cas moi tel que je l'ai vécu, c'est les critiques qui sont vraiment liées à l'inhumanité. Donc c'est vraiment très intéressant, hein, l'inhumanité du RH. Et pourquoi cette inhumanité? Parce que souvent, les salariés ont une vraie méconnaissance du métier de RH et tout ce qui se passe dans les coulisses. Et donc, on arrive parfois en réunion ou devant un conflit de personnes alors qu'on a fait le nécessaire et qu'on a essayé de plaider pour le salarié. Et c'est nous qui allons subir la foudre du salarié parce que c'est nous qui passons souvent à l'action et qui mettons un terme, par exemple, au contrat de travail. Donc voilà, quelques comportements, bien sûr, il peut en avoir d'autres. Peut-être que vous allez vous retrouver dans cela, peut-être qu'il y en a d'autres. Vous avez compris, en tout cas, le mécanisme. Dernier point, on a avancé un peu trop vite, excusez-moi. Dernier point, c'est se focaliser sur des préoccupations. Hein. On a un paradigme commun qui est les choses sont comme ça et il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, de toute façon, je ne pourrais rien y faire. De toute façon, la direction générale est trop puissante. De toute façon, il a décidé. De toute façon, le manager, j'ai beau dire et faire, il est protégé. Et dès que j'essaie de dire que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, ou peut-être que c'est pas le manager de la situation, personne m'écoute. Et donc, je vais me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Et surtout, je vais me focaliser sur ce sur quoi je n'ai pas beaucoup d'influence. C'est vraiment l'idée de cette slide. Et quand donc je suis dans mon cercle des préoccupations, hein, d'ailleurs qu'on peut aller élargir pas uniquement au domaine professionnel, mais sur nos autres domaines de vie, qu'est-ce qui se passe? On a un processus de rumination et on sait très bien que dès lors qu'on a des pensées négatives, on va commencer à avoir un état d'esprit négatif, que si on a un état d'esprit négatif, ça va jouer sur notre morale. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, on va avoir un comportement dans l'entreprise qui sera moins productif et moins enthousiaste. Et potentiellement, même, ça peut se retourner contre nous, puisque, in fine, c'est peut-être nous qu'on va venir voir en disant, en fait, je veux mettre un terme à la collaboration. Deuxième attitude qui peut se passer, c'est qu'on va avoir une attitude moralisatrice. On va commencer à imposer fortement ses convictions et ses valeurs, à les défendre d'une façon répandue et surtout qui vont mettre peut-être en porte-à-faux et l'organisation qu'on est censé accompagner ou la direction qu'on est censé manager aussi à notre niveau. Autre posture qu'on peut avoir, le sentiment d'être une victime. Et donc là, on peut avoir des erreurs qui vont se produire dans les organisations où d'un seul coup, on va se confier aux mauvaises personnes. Et je sais de quoi je parle puisque ça m'est arrivé. Se confier aux mauvaises personnes parce qu'on cherche de l'écoute et commencer à dire des choses où on sort de notre rôle, où on sort de notre raison d'être. Et tout ça va donc provoquer un risque d'épuisement qui va conduire à, bien sûr, un épuisement professionnel, mais surtout à une lassitude où on pourrait avoir tendance à remettre tout en cause, et notamment ce qui a prévalu à ce qu'on choisisse ce métier des ressources humaines, dont on savait d'ailleurs dès le départ que ce n'était pas un métier facile, puisque dès lors qu'on touche à l'humain, on sait toute la complexité qu'il peut y avoir derrière. Donc, voilà pour ce que nous, on a essayé de visualiser sur les mécanismes qu'on pouvait avoir pour perdre du sens. Maintenant, l'idée, une fois qu'on a dit tout ça, c'est comment retrouver du sens. Et donc, de la même façon que tout à l'heure, on va procéder à un petit sondage et je vais laisser Natacha animer ce sondage. Effectivement, avant de vous donner des réponses sur comment retrouver du sens après l'avoir perdu, nous souhaitions vous donner la parole en premier avec un deuxième sondage qui est si vous avez connu une telle situation, si vous connaissez une telle situation aujourd'hui, ou si un jour vous expérimentez une perte de sens, quelle serait pour vous la solution la plus naturelle? Je vous invite à aller dans le sondage, en haut, en dessous du chat, et nous avons 1 minute avant que nous puissions voir les réponses ensemble.
Alors, très intéressant. Sur les propositions, changer d'entreprise, changer de métier, faire un bilan de compétences ou aucune de ces solutions, selon vous, pour vous, quelle était la solution naturelle? Eh bien, à 80%, vous dites, la solution, c'est de changer d'entreprise. Et 20%, privilégier ma vie personnelle. Eh ben, merci encore une fois pour votre participation qui confirme tout ce qu'on vient de se dire. Et c'est là où nous, on va apporter peut-être de la valeur supplémentaire. Je vais dire les choses assez directement et donc je vous prie de m'excuser par ailleurs, en essayant de ne pas forcément aller sur la solution de facilité, c'est-à-dire changer. Il y a peut-être aussi d'autres choses à faire avant, donc on va le voir ensemble. La première chose, c'est changer le paradigme commun. Puisque le paradigme commun qu'on a vu tout à l'heure, les choses c'est comme ça, et de toute façon je ne pourrais pas faire grand-chose, conduisent à l'irresponsabilité, la réactivité, la passivité. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Franklin Covey, pour ceux qui connaissent, sur ces 6 habitudes qui concourent à la réussite des personnes. Pourquoi? Parce que je considère que si on a choisi aussi la fonction RH, c'est pour apporter une valeur supplémentaire. Et apporter une valeur supplémentaire quand tout va bien, on contribue, mais on ne contribue pas forcément beaucoup. Apporter une valeur complémentaire quand les choses sont difficiles, quand les processus ne sont pas réglés, quand parfois les choses sont inhumaines, là, on peut avoir une forte contribution. Donc, nous, notre solution, ce n'est pas forcément, dans un premier temps, de changer, mais vraiment de se dire, et on va le voir, qu'est-ce que je pourrais déjà changer sur moi qui pourrait avoir de l'impact, d'accord? Et donc là, on va passer à un paradigme des gens très efficaces. C'est à tout moment, je peux être responsable de mon bonheur. Et pour être responsable de mon bonheur, je vais peut-être changer mon langage. Et plutôt que d'avoir un langage de critique, un langage d'irresponsabilité, je vais choisir un langage de responsabilité, de choix, d'initiative et de débrouillardise. Alors, certes, et certains l'ont dit, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et donc, on a besoin d'énergie pour le faire. Si vous êtes déjà en situation critique, que vous n'avez plus d'énergie, que vous êtes en arrêt, ça va être très compliqué. Par contre, si la situation n'est pas encore, entre guillemets, extrême, c'est le moment de se poser la question. Parce que 30 ans de RH plus toutes les formations que j'ai suivies m'ont fait voir que si on quitte l'entreprise pour les mauvaises raisons, il y a de fortes chances que ce qu'on n'a pas réglé dans une entreprise se reproduise ailleurs. Donc c'est là aussi le temps de faire son bilan et de regarder peut-être dans ma façon de faire, peut-être dans ma façon d'imposer les choses, peut-être dans ma contribution, peut-être dans ma collaboration. Il y a peut-être des choses à changer qui peuvent avoir énormément de valeur et qui peuvent entraîner une autre relation, une autre contribution. Sachant que dans ce paradigme-là, on part du principe que s'il y a une situation qui a été conflictuelle, s'il y a une situation qui est dommageable et pour vous et pour l'autre, nous sommes 100% responsables. Enfin, nous sommes tous les deux 100% responsables, pour le dire plus exactement, et ce n'est pas que la faute de l'autre. Et j'avoue que c'est un paradigme qui est très, très sensible. On est plutôt habitué, quand ça ne va pas, à dire que effectivement c'est la faute de l'autre. Ça nous empêche de faire un examen de conscience et de voir qu'est-ce que nous avons pu faire qui a contribué à cela. Alors, j'ai passé la diapo, voilà. Donc, on passe d'un langage réactif de « je ne peux pas » à « je peux ». Ce n'est pas ma faute à « je suis désolé », je dois à « je choisis de ». Nous n'avons aucun autre choix à « regardons toutes nos options ». Ils ne nous permettent pas de « je vais le faire » et il n'y a rien qu'on puisse faire. Il doit y avoir quelque chose que l'on puisse faire. Vous avez compris, du coup, comment on peut renverser ce langage. Alors, comme ça, dit par écrit, ça a l'air facile. Je sais très bien que dans la vie, tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, de se mettre ça dans le mindset
qu'on va pouvoir développer, ça peut changer vraiment la relation pour l'avoir expérimenté. Deuxième, on va attendre que ça passe. Deuxième outil qu'on vous propose. Tout à l'heure, on a vu, on était plutôt plutôt focalisé sur nos cercles de préoccupation. Là, cette fois-ci, c'est de développer notre cercle d'influence. Notre cercle d'influence, c'est quoi? C'est les choses pour lesquelles on a une action, on a une responsabilité qui peut être suivie d'effets. La préoccupation, c'est quoi? Ce sont les choses pour lesquelles vous vous inquiétez, auxquelles vous pensez et vous parlez, mais sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, si on parle de l'écologie, ça va être intéressant. Cercle de préoccupation, d'un seul coup, que le CO2 passe de temps à temps, j'ai pas beaucoup d'influence. Par contre, dans mon quotidien de tous les jours, j'arrête par exemple l'eau de la douche quand je me savonne. Là, j'ai un impact. Ça ne sera pas l'impact désiré, mais en tout cas, il y aura de l'impact. Et donc, c'est ça dont on parle. C'est vraiment ce sur quoi je peux agir et j'ai la responsabilité. Et ce qui va être intéressant, c'est que plus je vais travailler sur mon cercle d'influence, plus je vais le faire grossir. Plus je vais travailler sur mon cercle de préoccupation et plus je vais le faire grossir. Donc, à vous de décider quel cercle vous avez envie de développer et surtout pour quelle contribution. Donc, on en parlait, les missions répétitives, j'en ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'on a l'impression de recruter toujours les mêmes postes parce qu'au fur et à mesure, les personnes partent parce que les managers vous entendent pas, etc., etc. Enfin, peu importe, on va pas rentrer dans le débat des préoccupations. C'est se poser la question à un moment donné, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Qu'est-ce que je pourrais mettre de nouveau? Comment on pourrait manager ce processus de recrutement? Comment on pourrait associer plus les managers? Comment on pourrait les responsabiliser davantage? Et déjà, en ayant ce mindset-là, il y a des choses qui pourraient se produire. Et on vous propose du coup, par rapport à ça, un vrai plan d'action sur n'importe quel sujet de préoccupation du moment. Et pour que ça fonctionne, il faut vraiment sentir que ça vous pèse. Si ça ne vous pèse pas, vous avez, à mon avis, déjà la solution. Donc, sentir quelque chose qui vous pèse, qui peut représenter un défi parce que qui est en contradiction avec vos valeurs ou vos challenges ou votre façon de voir le monde et sur lesquels, par contre, vous avez une certaine responsabilité. D'accord ? Donc, on parlait tout à l'heure de l'entreprise. On a vu que tout à l'heure, les sondages, et naturellement, je quitte l'entreprise ou je m'occupe de plus de ma vie perso. Donc, voilà, on peut prendre un sujet. Ensuite, identifier dans ce sujet qui me concerne, quelles sont les préoccupations. Donc, noter toutes les préoccupations que je peux avoir par rapport à ce sujet. Donc, par exemple, quitter l'entreprise, je quitte l'entreprise parce que, on l'a déjà vu, les valeurs ne sont pas là, parce qu'à un moment donné, je rentre tard le soir, parce qu'à un moment donné, mon manager ne m'écoute pas, etc., etc. Et identifier ensuite, dans ce que vous faites aujourd'hui, quels sont les sujets sur lesquels vous avez de l'influence. Et comment vous pouvez, du coup, par rapport à cette influence, retrouver du sens. Et enfin, quelle action vous allez mener au sein de votre cercle d'influence, parce que les pensées sans action, on ne change pas grand-chose, donc il faut forcément qu'il y ait une action, et qui vont vous permettre justement de gagner en influence, de retrouver plus de valeur, etc. Je ne sais pas si j'en parle après, non. Par exemple, puisqu'on est sur les valeurs, ça peut être par exemple lâcher le fait que je veuille que les gens fonctionnent comme moi j'ai envie de le faire. Lâcher le fait que je veux absolument avoir le contrôle sur mon manager et que quand il est en réunion de CSE et qu'il s'exprime, je le reprends derrière parce que j'aime pas la façon dont il le fait. Et finalement, on sort du CSE et on finit par avoir une discussion forte parce que lui non plus, il n'apprécie pas que je le reprenne. Voilà, donc c'est ces sujets-là qui peuvent être mis sur la table et de voir comment je peux adresser ma fonction d'une façon différente. Donc là, sur cette partie-là, on était encore sur éventuellement, avant de quitter l'entreprise, est-ce que j'ai déjà fait tout ça? Est-ce que j'ai vraiment essayé?
ou est-ce que je suis assez tôt rentré dans un système où en fait mes valeurs sont pas reconnues, j'arrête. La façon de fonctionner, c'est pas celle que j'apprécie, j'arrête. Et mon manager, je considère qu'il est mauvais et nul, donc j'arrête. Une autre façon de faire, et donc c'est la façon que j'ai choisie. Vous avez écouté mon témoignage tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment voulu apporter ma contribution, non pas en quittant le métier RH, puisque c'est un métier que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours. Vraiment, les valeurs de ce métier et la contribution que je pense qu'on peut apporter dans ce métier, c'est pour moi vraiment une mission de vie. Et donc, l'idée, ça a été faire la RH, mais la faire autrement. Et la solution que j'ai trouvée, c'est la faire à l'extérieur de l'entreprise. Alors, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup d'intérêt à la faire à l'extérieur de l'entreprise. Le premier intérêt, c'est qu'on est complètement détaché du côté émotionnel avec le manager. On est détaché de l'organisation et on le regarde avec beaucoup plus de recul. Et du coup, ça nous permet aussi de voir ce qui fonctionne très bien. Chose qu'on a du mal à voir quand on commence à rentrer dans des cercles un peu qui bouclent. Voilà. Et donc, au bout de 12 ans, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à être numéro 1 du conseil RH et de l'externalisation RH sur un territoire. On a réussi à accompagner l'équivalent de 4500 salariés via nos externalisations RH. Donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est d'accompagner des TPE, PME qui sont entre 10 et 80 salariés et qui n'ont pas de RH ou qui ont une fonction RH qui est soit adressée par une assistante administrative, soit la partie comptable RAF. Et donc, on accompagne ces dirigeants. Et chose qui est très intéressante, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on les accompagne sur la durée, puisque souvent les contrats sont renouvelés. Et donc, il y a certains clients qu'on accompagne depuis 6 ou 7 ans, avec vraiment cette satisfaction de voir les choses qui évoluent et la contribution qu'on est capable d'apporter. Cette contribution, elle peut se faire grâce à cette équipe que vous voyez. Donc voilà, des consultants RH avec des consultants qui avaient tous une expérience RH en entreprise. Donc, qui avaient tous expérimenté et qui ont tous expérimenté l'entreprise et qui, eux aussi, recherchaient une autre façon, en tout cas, qui recherchaient une contribution différente et une valeur ajoutée différente à la fonction RH. Et donc, c'est ce qu'on a mis en œuvre ensemble et ce qu'on est en train de défendre, sachant qu'on a des ambitions qui sont très, très fortes, puisqu'on ambitionne d'être le premier DRH de France en matière d'externalisation RH. Le marché est assez énorme, hein, ceux qui sont indépendants et qui font partie de ce webinaire se rendent compte. Aujourd'hui, il y a à peu près 4 à 5 millions de salariés qui ne sont pas couverts par une fonction RH. Donc, c'est assez important. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, donc on est en train d'ouvrir une franchise qui est en train de se développer, qu'on a lancée depuis 2024. Donc voilà, c'est une autre façon de faire de la RH. Encore une fois, c'est pas la seule. Et c'est surtout pas le propos de ce webinaire. Ce propos de webinaire, c'est vraiment se poser les bonnes questions et de voir avant tout si on a fait le tour du sujet avant de quitter l'entreprise. Et une fois qu'on a quitté l'entreprise, d'étudier quels sont les choix qui s'ouvrent à moi. Est-ce que je suis plutôt sur devenir indépendant? Est-ce que je suis reprendre une autre activité RH dans une autre entreprise? Ou alors cette solution qu'on propose aujourd'hui, qui n'était pas présente sur le marché, sur un projet de franchise, où ce qui est vraiment important pour nous, c'est de partager des valeurs que j'ai essayé de transmettre dans ce webinaire ensemble et d'avoir une contribution vraiment importante dans notre métier de RH. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je laisse Natacha peut-être conclure. Oui, merci beaucoup Philippe. Pour conclure, peut-être aller voir un petit peu les échanges qu'il y a eu dans le chat, notamment de la part de Rachel, qui nous a partagé avec beaucoup d'émotion son vécu.
Elle est restée salariée 13 ans sur des fonctions généralistes, spécialistes RH et coach, et elle a vécu cette perte de sens, ce désalignement progressif avec ses valeurs, qui étaient plutôt basées sur le côté humaniste, liberté, santé, bien-être. Et pourtant, elle le dit, c'était nécessaire d'en passer par là il y a 4 ans pour créer son entreprise de coaching, consulting, formation, thérapie. Et Renata est d'accord avec elle qu'une partie importante dans l'accompagnement pour retrouver son sens, ce serait le coaching. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne peux pas dire le contraire, puisque en fait, moi, je l'ai fait aussi, hein, j'ai quitté l'entreprise. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que j'ai quitté l'entreprise, pas sur un coup de tête. J'ai parlé de mon expérience chez Aost et ensuite j'ai repris une autre expérience. Cette expérience a duré 4 ans et vraiment, pendant 4 ans, je me suis vraiment posé la question de vraiment si j'avais envie de quitter le monde de l'entreprise et de faire autre chose. Donc, pour moi, c'est vraiment important parce qu'il y a avantages et inconvénients dans chacun des domaines. Avantage de l'entreprise, vous le savez tous, on est salarié, on a une structure, etc. Inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut que ça matche avec les valeurs de l'entreprise, il faut que ça matche avec le dirigeant, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de turnover aussi, donc je peux très bien avoir un dirigeant un jour, ça fonctionne très bien, qui m'embauche, on passe 6 mois super, et 6 mois après, il s'en va. Ça, c'est l'inconvénient. Avantage d'être indépendant, tout le monde l'a dit, et ceux qui l'ont expérimenté, on est sur nos propres valeurs, on peut être plus libre de la façon de faire les choses, de la façon d'adresser les missions auprès de nos dirigeants. On peut choisir nos dirigeants, on peut choisir nos clients, on peut choisir nos entreprises et nos activités. Gros inconvénient, il y a un domaine commercial qu'il faudra forcément assurer, et on sait que dans la fonction RH, on n'est pas forcément les meilleurs dans cette mission de commercial. Il y a aussi le fait de parfois se retrouver seul quand on est indépendant. Moi, ce qui me plaisait dans le fait de monter une entreprise, et dès le début, j'ai eu l'idée que je ne voulais pas être seul. Moi, j'adore cet échange entre RH, j'adore ce partage d'expérience et de vécu, puisque c'est ce qui enrichit notre mission. Mais pour faire ça, encore une fois, il faut avoir des missions, parce qu'il faut avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher. Donc, encore une fois, on se retrouve sur l'aspect commercial. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a pris en compte, et dans la franchise qu'on propose, il y a une grosse partie de formation à nos outils qu'on a développés depuis 12 ans, une grosse formation en accompagnement pour ceux qui voudraient nous rejoindre, et surtout une formation à comment faire du commercial quand on est RH, en gardant ses valeurs, tout en ayant une contribution, j'allais dire, la plus honnête possible par rapport à nos clients. Très bien. Peut-être pour conclure, l'histoire de ce tailleur de pierre. Alors, l'histoire de ce tailleur de pierre, peut-être que certains la connaissent déjà, c'est vraiment l'histoire du sens et encore une fois, le regard qu'on porte sur les choses. Donc, on est sur un chantier de tailleur de pierre et on a un expert qui est présent et qui fait le tour du chantier avec le chef de chantier. Et il voit un premier tailleur de pierre qui est en train de tailler sa pierre, vraiment très, très fatigué, le geste lourd. Et là, l'expert demande au tailleur de pierre, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire? Et là, le tailleur de pierre, un peu exténué, un peu en colère, lui dit, écoutez, monsieur, vous voyez bien, je suis en train de tailler une pierre, c'est déjà assez difficile comme ça, est-ce que vous pourriez me laisser le faire? Très bien, écoutez, en tout cas, vous faites ça très bien, monsieur, dit l'expert, et je vous souhaite une bonne journée, et il continue son chemin. Au cours du chemin, il trouve un autre tailleur de pierre qui, pour le coup, a l'air d'avoir le marteau plus léger, qui semble beaucoup plus aligné par rapport à ce qu'il fait, et donc il s'approche vers lui et lui dit, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire? Et là, le tailleur de pierre lui dit, écoutez, monsieur, je suis en train de construire une route. Donc on voit bien déjà le chemin qui est fait entre le premier et le deuxième, et la notion de sens est beaucoup plus présente. Et en même temps qu'il discute avec ce tailleur de pierre, il voit au loin un troisième tailleur de pierre, et vraiment son regard, il est captivé, parce que là, il a l'impression que le tailleur de pierre, en fait, le geste, il est très léger, qu'il a le regard vraiment lumineux. Et donc, il accourt vers lui, il lui dit, monsieur, excusez-moi, je suis vraiment surpris, vous n'avez pas l'air fatigué, ce que vous êtes en train de faire, ça a l'air de vraiment, expliquez-moi. Et là, le tailleur de pierre lève la tête, le regarde fixement,
et lui dit, écoutez, monsieur, moi, je suis en train de construire une cathédrale. Voilà, c'était un peu l'objet de ce webinaire. Comment retrouver du sens? Parfois, c'est pas grand-chose, parfois, c'est plus. Il faut savoir aussi s'écouter. En tout cas, on espère que l'échange qu'on a vu avec vous et ce qu'on vous a apporté a de la valeur et que ça vous permettra de réfléchir. On tient à vous remercier vraiment chaleureusement, tous ceux qui se sont connectés sur votre pause de 12h30. Et on espère vous revoir. En tout cas, l'échange est vraiment quelque chose qui nous anime. Donc, vous avez notre contact. On vous répondra avec plaisir. Merci à tous de votre participation. Merci beaucoup. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn. Au revoir. C'est